Il existe des pays que t'as pas pu rater dans tes cours de géo, tes cours d'histoire ou même dans l'actu, et pourtant parmi les 193 États reconnus par l'ONU, il y en a forcément dont t'as jamais entendu parler, et aujourd'hui je t'en présente 5. Et donc pour commencer cette vidéo, on va parler d'un pays qui est situé en Asie du Sud-Est, qui s'appelle le Timor-Leste et aussi appelé le Timor oriental. Yvonne, du coup, pourquoi Timor oriental? Alors on l'appelle Timor oriental parce que ce pays est situé sur l'île de Timor, que tu vois juste ici à l'écran. Ouais. Et cette île, en fait, elle est séparée en deux, elle est coupée en deux avec une partie à l'ouest qui appartient à l'Indonésie et une partie à l'est qui appartient du coup au Timor-Leste, aussi appelé Timor oriental. Et le Timor oriental est un des seuls pays d'Asie du Sud-Est où la religion catholique est dominante. Une autre particularité, c'est qu'en fait, c'est pas un pays juste entier, il est scindé en deux, puisqu'il y a cette partie effectivement qui se situe à l'est de l'île de Timor. Il y a aussi une exclave, une petite partie du Timor oriental qui se trouve dans la partie ouest, celle de l'Indonésie, et qui s'appelle Leucus. Autre petit point de géographie, la capitale elle s'appelle Dili, elle est située juste ici et c'est la plus grande ville du pays. Et à noter aussi que ce sont les détroits d'Ombay et de Wetar qui séparent l'île en fait des autres îles de l'archipel de la Sonde. Justement, en parlant de frontières, le Timor oriental et l'Australie partagent un gisement pétrolier qui est à cheval sur leurs frontières maritimes, mais c'est des frontières d'ailleurs qui sont très contestées. Très contestées, et en fait on va voir pourquoi. C'est très lié à l'histoire du Timor oriental qui est assez particulière. En fait l'histoire du Timor oriental, elle est assez floue avant le XVIe siècle, et à partir de 1586, en fait ça devient une colonie portugaise, et ça en fait ça va durer jusque 1975, qui est l'année de son indépendance. Et cette indépendance en fait on la doit principalement à une révolution, la révolution des œillets. En fait c'est une révolution qui a eu lieu au Portugal, qui a mis fin à la dictature salazariste qui était en place là jusqu'en 1933. Si on peut faire un petit récap historique sur ce qu'est cette révolution et la dictature de Salazar, pour remettre un peu dans le contexte, Salazar, ou plutôt António de Oliveira Salazar, c'est un homme qui est arrivé au pouvoir au Portugal, d'abord ministre des Finances, puis Premier ministre, à partir de 1933 justement. Ouais. Et c'est à ce moment-là qu'il commence un peu à modifier la politique du pays au Portugal, en prenant plus de pouvoir, avec un pouvoir ultra-conservateur, nationaliste, contre le communisme, contre le socialisme, contre le libéralisme. Il met en place différentes mesures qui s'apparentent vraiment à une dictature. Donc il y a une police d'État lapidée qui enferme les opposants dans des camps de concentration tout simplement. Il y a de la censure. Ah bref. Et à un moment donné, ça pète. Donc pas pendant que Salazar est au pouvoir, parce qu'il meurt en 70, mais 4 ans plus tard, en 74, il y a l'armée se joint au peuple portugais pour faire tomber cet État dictatorial. Et c'est la révolution des œillets. Et la petite anecdote, c'est pourquoi on appelle cette révolution la révolution des œillets. C'est que l'armée, en libérant un peu le pays, est arrivée avec des fusils et sont tombés sur une dame qui transportait à ce moment-là un bouquet d'œillets et qui leur aurait donné à chacun un œillet et que les soldats ont mis dans leur fusil. C'est de là que vient le nom révolution des œillets. Et donc ça a rien à voir avec les copies doubles et les petits trucs. Évidemment ça a un impact sur le Timor oriental parce que c'était une colonie portugaise. Et en fait à ce moment-là, donc le pays, le Timor oriental devient indépendant en 1975. Là on se dit trop cool pour le pays, c'est indépendant et tout, mais en fait pas du tout. Finalement en fait c'est l'Indonésie qui va attaquer le Timor oriental, s'emparer du pays le 7 décembre 75 et ensuite le déclarer annexé en 76. Et c'est juste eux qui le déclarent annexé, puisqu'évidemment ils ont demandé l'avis de personne. Et en fait ça, sans que cette annexion ne soit reconnue par l'ONU, et pourtant l'ONU ne le condamne pas vraiment. Et ensuite dans le pays il va y avoir une période de massacre, de meurtre, de torture, enfin tout ce que vous voulez, une grosse période de répression qui est faite justement par l'armée indonésienne. Et ça va quand même durer plus de 20 ans, entre 1976 et 1999. C'est une période qui est horrible pour les Timorais. En fait on estime qu'il y a eu entre 200 000 et 300 000 morts Timorais pendant cette période. Et ça, pour te faire une petite idée, ça représente entre un quart et un tiers de la population, et donc c'est énorme. Et pourquoi ça dure plus de 20 ans? Parce qu'en août 1999, l'ONU décide quand même de se réveiller par rapport à cette situation et de proposer un référendum d'autodétermination au peuple timorais, justement pour qu'il puisse dire est-ce qu'on veut être indépendant ou est-ce qu'on veut être sous autorité indonésienne. Justement, à ce moment-là, ils veulent l'indépendance parce que 80% des votes sont pour l'indépendance à ce moment-là. On peut se dire que tout est bon, tout va être ok, mais non. C'était sans compter les Indonésiens qui sont toujours aussi violents parce que ça amène la crise de 99 où l'armée indonésienne s'en prend tout simplement de nouveau aux habitants du Timor-Est. Mais finalement, l'ONU va intervenir de manière efficace pendant les 2-3 ans qui vont suivre, puisqu'ils vont mettre en place une administration provisoire pour le pays puisse se reconstruire, partir sur de bonnes bases. Et ça jusque 2001, et finalement l'indépendance finale du Timor oriental arrive en 2002, et c'est enfin bon, l'Indonésie est partie. Toby est libre.
Et pour vous la faire courte, aujourd'hui, le Timor oriental, c'est encore un pays qui est en pleine construction, tant au niveau politique qu'au niveau économique, puisqu'il y a eu énormément de dégâts liés justement à l'emprise indonésienne. Et aujourd'hui, c'est un pays qui est considéré comme le plus pauvre d'Asie, tant au niveau du PIB qu'au niveau du PNB. D'ailleurs, si vous kiffez le format, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire pour le référencement, c'est hyper important pour que la vidéo soit vue justement. Et le petit pouce bleu. Après avoir visité un pays d'Asie du Sud-Est, on part maintenant dans le vaste Pacifique à la découverte de la République des Kiribati. En fait, la République des Kiribati, c'est l'un des plus petits pays au monde avec 811 km², mais il revendique un espace maritime gigantesque qui fait plus de 3,5 millions de km². Ouais, c'est assez conséquent. À titre de comparaison, le pays qui a la plus grande aire maritime au monde, c'est les États-Unis et c'est un peu plus de 11 millions de km². Et la France, on est deuxième avec un peu plus de 10 millions de km². Ok, c'est quand même conséquent pour un pays qui fait 811 km² d'avoir cet espace maritime là. Et ça, c'est dû au fait que ce pays il est divisé en différents archipels qui sont finalement assez éloignés des autres. Donc ça fait qu'on revendique un énorme espace maritime. On a les îles Gilbert, les îles Phoenix et les îles de la Ligne. Des noms stylés quand même. Île Phoenix. Les habitants de Kiribati s'appellent les Gilbertins. Oui, parce qu'en fait, l'île Gilbert, là, ça a donné le nom Kiribati. Et aujourd'hui, en français, on dit ce sont les Gilbertins. Et la grande particularité des îles Kiribati, si on réfléchit en mode géographique, c'est que c'est le seul pays au monde à se situer à la fois au nord et au sud de l'équateur, et en même temps d'être situé à gauche et à droite du 180e parallèle. Alors en fait, c'est quoi le 180e parallèle ? C'est la ligne du changement de jour. Et donc, jusqu'en 1995, ils étaient à cheval sur 2 jours, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ça devait être fatigant de faire du cheval pendant 2 jours. C'est ça, juste. Du fait que le pays soit scindé en deux entre la gauche du 180e parallèle et la droite, ils étaient sur 2 jours. Et depuis 1995, il y a eu un changement. Ils ont décidé de prendre l'heure de la partie la plus à l'ouest. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce sont les premiers à fêter la nouvelle année. Et dans ce pays, il y a évidemment une capitale. Enfin, je dis évidemment, c'est pas le cas pour tous. On va voir pour le prochain. Mais il y a une capitale qui s'appelle Tarawa. Cette capitale, elle se situe dans les îles Gilbert, justement, dont on a déjà entendu parler. Tarawa, c'est une petite île qui a été construite sur un récif corallien. On appelle ça un atoll. Et elle a une particularité, c'est que l'atoll n'est pas complet, il y a une petite brèche qui permet aux bateaux de rentrer dans le lagon de Tarawa. Un port particulier. Effectivement, ouais, c'est-à-dire que du coup les bateaux sont abrités dans le lagon, ce qui n'est pas forcément le cas des autres atolls qui sont fermés, dans lesquels tu peux pas rentrer, quoi. D'où le prénom un atoll ensuite. C'est nul! Pour revenir sur Tarawa, c'est une ville qui a aussi une forte importance historique. Pourquoi ? Principalement à cause de la bataille de Tarawa qui a eu lieu là, du coup, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et cette bataille de Tarawa, c'est un énorme débarquement américain, puisque pendant un certain temps, en fait, cette île a été dominée par les Japonais qui l'avaient prise pendant la Seconde Guerre mondiale. Les Américains décident de débarquer là et puis de les attaquer. Et c'est une bataille qui est marquée par de lourdes pertes des deux côtés. Et elle fut d'ailleurs très marquante aux États-Unis parce qu'il y a eu un documentaire qui était non censuré et qui ne cachait rien des horreurs commises pendant ce conflit. Ouais, en fait, un des premiers documentaires non censurés. On peut encore voir les vestiges de cette guerre-là sur les plages de Tarawa, avec notamment les canons japonais. Aujourd'hui, la République de Kiribati, elle est dans une toute autre guerre, qui est un petit peu différente, c'est la guerre contre le réchauffement climatique. Pourquoi ? En gros, il y a une élévation moyenne légèrement au-dessus du niveau de la mer, de quelques mètres. Donc comme vous le savez, réchauffement climatique, augmentation du niveau de la mer, donc ça risque d'être enseveli, inondé plutôt. Ils ont même plutôt très peur de ça, de disparaître tout simplement à cause de ça. J'ai vu que d'ailleurs en décembre 2018, il y avait un type qui s'appelle Amjad Abdullah, qui est lui négociateur en chef pour justement l'association des petits états insulaires, et qui avait eu ces mots: nos îles sont menacées, nous sommes en première ligne du réchauffement climatique, mais c'est un problème global qui ne peut être réglé qu'au niveau mondial. Donc ils sont vraiment en ligne de mire de ce problème-là. Ils essaient de militer auprès des autres pays pour justement freiner ce réchauffement climatique. Et si on fait un petit point historique, l'histoire moderne des Kiribati, elle commence par l'arrivée des Européens justement au XVIIIe siècle. À partir de 1892, ça devient un protectorat britannique avec 2 parties. On a les îles Gilbert d'un côté et les îles Ellis. Ouais, d'ailleurs, les îles Ellis qui ont pris leur indépendance en 1978 et qu'on connaît aujourd'hui mieux sous le nom de île Tuvalu. Toby est libre. Les îles Gilbert ont pris eux aussi leur indépendance en tant que République de Kiribati en 1979. Libre. Et aujourd'hui, la République de Kiribati, même s'il y a d'énormes défis qui sont liés à l'environnement et à l'économie, c'est un pays qui continue de lutter pour sa survie et puis aussi pour avoir une voix, parce que sur les sujets du réchauffement climatique, c'est quand même des pays, tous les pays insulaires en tout cas, continuent de militer pour baisser ce réchauffement et ainsi ne pas disparaître tout simplement. Et on est avec eux.
On va rester dans le Pacifique maintenant, à la découverte d'une petite île-nation qui est souvent très méconnue quand même et qui s'appelle Nauru. Alors pourquoi Nauru, elle attire l'attention? Eh bien c'est principalement parce que c'est le 3e plus petit état du monde derrière Monaco et le Vatican. Ça fait 21 km², ce qui est vraiment pas grand, et elle est assez unique en son genre pour une raison. C'est un pays qui ne possède pas de capitale. Malgré tout, le gouvernement et toute l'administration est concentré à un endroit de ce pays-là, qui est le district de Yaren. Nauru, elle est aussi célèbre parce que fut un temps, elle était extrêmement riche pour une raison particulière. Ces dépôts de phosphate qui se sont accumulés pendant des milliers d'années. C'est à cause du guano des oiseaux. Alors le guano, c'est des excréments des oiseaux qui sont riches en phosphate. C'est quoi ça? C'est un caca. Le pays avait une base de phosphate assez énorme et du coup est devenu riche grâce à ça. Le phosphate permet d'obtenir du phosphore, qui est un engrais très efficace, le phosphore, et aussi de l'acide phosphorique, qui est utilisé en cosmétique, dans l'alimentation de façon plus générale et en électronique. Et ce qui fait que dans les années 70-80, il va y avoir une vraie prospérité sur l'île. Et donc, en 1974, Nauru, c'était le 2e PIB par habitant du monde. Ce qui est assez fou, hein, on s'imagine pas quand même que un pays comme ça... Petit pays, mais grande moula. Donc ces gisements de phosphate, ça a été une bénédiction pendant un temps, le temps de la richesse, mais au bout d'un moment ils se sont amenuisés et donc avec ça il y a toute une économie qui s'est effondrée derrière. Et là c'est le côté un peu plus sombre de Nauru. Ils ont commencé pour faire de l'argent à développer d'autres activités un petit peu sombres, le blanchiment d'argent étranger, la vente de passeports, l'accueil de réfugiés rémunérés aussi. Et pour rajouter un petit truc sur le blanchiment d'argent, la mafia russe de Saint-Pétersbourg avait par exemple réussi à blanchir plus de 70 milliards de dollars. Et on continue aussi la descente aux enfers parce qu'avec ça s'est développée une crise sanitaire hyper forte. Donc c'est le pays qui compte le plus d'obèses au monde en proportion, avec 61% des adultes, et c'est aussi le 2e pays en taux de tabagisme. Pour l'obésité, ce qui est assez intéressant, il y a eu pas mal d'études parce que les scientifiques se sont penchés sur la question. Pourquoi il y a tant d'obèses à cet endroit-là? Et même à ces endroits-là, parce que ce soit dans les Caraïbes ou autour de Nauru ou dans d'autres îles identiques, il y a pas mal de personnes qui sont obèses. Et en fait, ce serait dû à une particularité génétique des personnes qui vivent à cet endroit-là, qui pendant des années avaient une vie très dure et se contentaient de manger des produits plutôt locaux, et qui d'un seul coup ont vu la mondialisation débarquer, avec notamment tout ce qui est fast-food et autres, la malbouffe, et avec un travail moins dur aussi, donc des contraintes physiques différentes. Leur corps stocke la graisse plus facilement. Et pour couronner le tout, puisqu'il y a eu une énorme exploitation du phosphate pendant des années dans ce pays-là, en fait les paysages sont devenus super moches, ce qui fait qu'aujourd'hui ils peuvent même pas compter sur un éventuel tourisme dans leur pays, alors que c'est quand même une île au milieu du Pacifique. Tu peux en faire quelque chose, mais aujourd'hui c'est hyper moche et aucun touriste ne veut aller s'y installer. Comme pour de nombreux pays qu'on voit aujourd'hui, l'histoire de Nauru elle est assez floue avant sa colonisation. Au début du XXe siècle, l'île elle devient en fait un protectorat allemand. Puis après la Première Guerre mondiale, elle est occupée par l'Australie. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu aussi une période pendant laquelle ce sont les Japonais qui étaient sur l'île. Et puis finalement en 1968, Nauru accède enfin à son indépendance finale. Toby est libre. Alors aujourd'hui, comme on te l'a dit, le pays fait face à de nombreux défis, que ce soit environnementaux, économiques, sanitaires, etc. Ils essaient de se relever un petit peu de ce truc-là, en essayant de développer d'autres activités que des activités plutôt sombres. Force à vous les Nauruans. Ouais. Et cette fois-ci, on part du Pacifique et on va en Asie centrale à la découverte du Kirghizistan. Le Kirghizistan, c'est un pays qui partage des frontières avec le Tadjikistan, l'Ouzbékistan, la Chine et puis le Kazakhstan, ce qui en fait un carrefour culturel et historique. Petite question, pourquoi il y a tous ces pays-là se finissent en stan? C'est que le suffixe stan, ça veut dire pays en perse. Voilà, et c'est un pays qui a une capitale qui s'appelle Bishkek, qui est tout simplement le centre économique et culturel du pays. C'est la plus grande ville du pays aussi. Et donc la particularité numéro 1 de ce pays, c'est qu'il est très montagneux. Et les 2 plus grandes montagnes sont Tian Shan et Pamir, les plus connues. Et en fait, cette particularité a permis de conserver la culture et les traditions nomades sans qu'il y ait trop d'influence occidentale comme on a pu connaître pour de nombreux pays. Ouais, et ça a influencé la culture kirghize aujourd'hui, qui est encore très traditionnelle de nos jours en fait. Une présence très marquée du cheval dans cette culture-là, très important, moyen de se déplacer, nourriture et pas mal de nourriture aussi à base de lait de jument. Et d'ailleurs, apparemment, c'est de eux que vient la chanson « Le cheval, c'est trop génial ». Le cheval, c'est génial. Le cheval, c'est trop génial. Et l'histoire du Kirghizistan, elle est marquée par la domination de divers empires et nations. On peut noter par exemple une domination par l'empire mongol à un certain moment, par la Horde d'Or. Tirez-vous, arde mongol.
Ça a été aussi influencé par les cultures perses et turques. Et au XXe siècle, le Kirghizistan devient une partie de l'Union soviétique jusqu'à la fin de l'URSS justement en 1991, qui permet au pays, le Kirghizistan, d'accéder à son indépendance finale. Toby est libre. Et depuis cette indépendance, justement, il y a eu pas mal de périodes de transition économique et politique, des changements de gouvernement aussi au sein du Kirghizistan. Et malgré ces nombreux défis, le pays a quand même maintenu un certain niveau de stabilité démocratique par rapport aux autres pays d'Asie centrale où c'était moins le cas. C'est bien. Cette fois-ci, et pour le dernier pays inconnu, on part en Europe, parce que oui, il y en a aussi en Europe, un pays qui s'appelle le Liechtenstein et qui est niché entre la Suisse et l'Autriche. D'ailleurs, c'est l'une de ses plus grandes particularités géographiques, c'est un pays qui est doublement enclavé, c'est l'un des 2 seuls pays avec cette particularité, avec l'Ouzbékistan. Il est doublement enclavé parce qu'il se situe entre 2 pays eux-mêmes enclavés, la Suisse et l'Autriche. Et pour info, on dit qu'un pays est enclavé s'il n'a pas un accès direct à la mer ou à l'océan. Et d'ailleurs, sa capitale, Vaduz, est connue pour son grand château médiéval qui surplombe le pays d'une certaine façon et qui est à la fois le centre culturel et financier du pays, là aussi où l'administration se trouve, et c'est un peu le cœur battant du Liechtenstein. Très spécial parce qu'en fait il a une taille réduite, mais il a réussi à développer quand même une économie forte, sachant qu'en plus il est enclavé, et en fait il s'est surtout basé sur des services financiers et des services manufacturiers. Ouais, c'est la grosse particularité de ce pays aujourd'hui au niveau économique, c'est vraiment ses services financiers, c'est connu et reconnu pour ça. Après la Seconde Guerre mondiale, c'était encore un pays relativement agraire, et après ça, ils ont réussi un vrai changement et à se concentrer sur d'autres économies comme les services financiers, ce qui fait qu'aujourd'hui c'est l'un des pays avec le plus fort PIB par habitant au monde. Et si on parle un petit peu plus d'histoire, l'histoire du pays est fortement liée à la dynastie des princes du Liechtenstein, et en fait la principauté va devenir un état souverain à partir de 1719. Toby est Ce qui correspond au moment en fait où le Saint-Empire romain germanique a reconnu l'indépendance du Liechtenstein. Et d'après ce que j'ai compris, en fait la famille princière habite toujours dans le château dont tu as parlé. C'est ça, ce château est toujours habité par cette famille-là. J'ai la vie de château. Donc aujourd'hui ce pays c'est un modèle de stabilité politique et économique, et ils font partie de l'espace économique européen et entretiennent de très bonnes relations avec la Suisse. Et ce qu'on peut dire pour conclure sur ce pays, c'est effectivement qu'aujourd'hui on les connaît surtout par leurs services financiers et les services manufacturiers. Et c'est comme ça qu'ils grandissent et qu'ils font leur richesse, tout simplement. C'est la fin de cette vidéo sur 5 pays dont vous n'aviez jamais entendu parler, en tout cas j'espère, puisque je vous ai appris des choses là-dessus. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour le référencement, à vous abonner, lâcher le petit pouce bleu. Et puis nous on se donne rendez-vous la semaine prochaine, jeudi à 17h30 comme d'habitude pour une toute prochaine vidéo. Ciao!